Voilà, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette session du samedi, notre journée dédiée à l'enseignement. Nous avons commencé la semaine dernière avec un nouveau programme, celui de la découverte du monde de la crypto. Et nous avons commencé par intituler notre dernier webinaire ou enseignement, Introduction à la crypto-monnaie. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Nous avons commencé la semaine dernière avec les généralités et aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec l'introduction. C'est quoi l'objectif avec les deux premières parties? C'est d'imprégner tout le monde dans cet univers, je veux dire moralement, n'est-ce pas, dans l'univers de la crypto, que la crypto cesse d'être un mystère et que nous cessions d'être des profanes. La crypto, nous avons vu la semaine dernière que c'était une monnaie, comme toutes les autres. Et nous avons passé le temps à comparer la crypto à la monnaie physique, au billet de banque. Je tenais un billet de banque et de temps en temps, vous vous rappelez, je montrais les similarités entre ce billet-là et la crypto-monnaie. Nous avons parlé. Le point, le point d'entrée, c'était quoi? C'était le fait que chaque billet de banque avait une carte, avait une identité, ok? Un numéro de série. C'était ça son identité. Et c'est ce numéro de série qui connecte le billet, n'est-ce pas, au fabricant, au créateur de ce papier-là, qui est la banque centrale. Et nous avons également vu qu'en crypto-monnaie, la crypto-monnaie, c'était aussi de l'argent, c'était de la monnaie et c'était une monnaie numérique. C'était une monnaie euh, pas palpable et on l'utilisait, n'est-ce pas, sur Internet. Et ça permettait d'acheter les mêmes biens et services que ceux que nous achetons avec notre monnaie fiduciaire, n'est-ce pas? Et donc, nous avons vu beaucoup de similarités et nous avons également vu les différences. Et il faut retenir, n'est-ce pas, de ces généralités-là que, en plus de l'identité que porte chaque pièce ou chaque monnaie, il y a le fait que la crypto-monnaie, c'est un domaine décentralisé, alors que le billet de banque dépend d'un système centralisé. Et dans le système centralisé, il y a l'administration, il y a l'autorité qui est impliquée. Et quelque chose, je ne sais pas si j'avais dit cela, euh, la crypto-monnaie, quoi qu'elle soit virtuelle, vous la possédez, elle vous appartient. C'est vrai, elle peut être volée, parce que ça fait partie des conséquences. On peut voler votre crypto-monnaie, vous pouvez la perdre, mais quand vous l'avez, elle vous appartient. Alors que l'argent que vous avez dans votre dans votre compte bancaire ne vous appartient pas. Vous allez me dire, comment vous pouvez dire ça? C'est mon argent, j'ai travaillé dur pour cela, j'ai fait des affaires. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est les réalités du système centralisé, c'est les réalités du système dans lequel nous sommes nés et nous avons grandi. L'argent que vous avez en banque n'est pas votre propriété. Si vous prenez un billet de banque, vous allez constater que c'est une propriété fédérale. Par exemple, le dollar, c'est une propriété fédérale. Ce billet appartient, n'est-ce pas, à la Banque fédérale américaine. Et quel que soit l'administration ou l'autorité derrière votre billet de banque, vous verrez que c'est la propriété de la banque. C'est pour cela que la banque, à tout moment, peut saisir, comment dire, geler vos avoirs. La banque peut se lever un matin et dire, OK, vous n'avez plus rien, ou alors vous n'aurez plus accès à votre argent, peu importe le nombre de milliards que vous avez empilés dans votre compte bancaire, on vous dit un matin que vous ne pouvez pas les utiliser. Et ce qui est contraire à ce que nous voyons dans la crypto-monnaie. Au niveau de la crypto-monnaie, c'est décentralisé. Donc, quand vous l'avez, vous l'avez. Ça vous appartient et vous pouvez l'utiliser sans, sans que les émotions d'une tierce partie soient incluses dans vos droits de les utiliser, d'utiliser ces cryptos-là. Donc, vous comprenez donc que
il y a un grand avantage à comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, à comprendre ce monde de la crypto. Nous avons, et ça c'est l'introduction à la leçon d'aujourd'hui, nous avons également vu qu'il y avait deux catégories de crypto-monnaies. Il y avait les coins et les tokens. Les coins, on peut traduire cela en français comme les jetons, n'est-ce pas? Donc, l'unité, chaque monnaie a son unité. Ici, nous allons prendre pour unité le jeton. Et il y a une différence entre les deux. Donc, quand on parle de crypto-monnaie, il y a deux catégories. Il y a les coins ou les jetons et il y a les tokens. La différence entre les deux, c'est que le coin se construit. Quand je parle de construire, ici, je fais allusion aux développeurs parce que c'est des informaticiens, n'est-ce pas, qui font cela. Et c'est un ensemble de codes qui sont bâtis pour constituer cette unité-là. Donc, il se construit depuis la base. Et j'ai fait un exemple, j'ai pris un exemple par exemple, dans la construction d'une maison. Lorsqu'on parle de construction d'une maison, si vous trouvez un site vierge, vous allez commencer peut-être par déforester. Ensuite, vous allez faire des fouilles. Bien sûr, vous êtes passé déjà chez l'architecte, on a fait les plans et tout. Vous déforestez dans le site, vous faites les fouilles, vous commencez la fondation et c'est comme cela que vous évoluez jusqu'aux finitions. Là, vous êtes parti de zéro jusqu'à ce que vous avez complété le projet. C'est comme ça que les coins, les jetons ont été bâtis. C'est-à-dire que les informaticiens sont partis de rien et ont construit tous les codes, ont bâti les codes jusqu'à ce qu'ils ont accompli le projet. Par contre, les tokens sont adossés, n'est-ce pas, à quelque chose de préexistant. Donc, le token s'adosse sur quelque chose qui est déjà sur le marché, qui est déjà public. Et j'ai pris l'exemple de Ethereum. Ethereum, par exemple, offre une plateforme qui permet à n'importe qui d'utiliser leur blockchain, d'utiliser leur technologie et construire sur cette technologie-là. Vous créez un token sur quelque chose déjà qui existe, sur une technologie qui existe déjà. Et c'est la raison pour laquelle créer donc les jetons, ça coûte très, très cher et ça prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Alors que créer un jeton, ça va vous prendre, pour un expert, ça lui prendra peut-être 30 minutes, 1 heure de temps. Il a déjà créé sa monnaie. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Et lorsqu'on parle de jetons, on parle beaucoup plus, n'est-ce pas? Euh, enfin, c'est assis sur la blockchain. Tous sont assis sur la blockchain, mais nous savons que l'autre dépend, le deuxième dépend du premier. Donc, on va parler de la blockchain. Et quand on parle de la blockchain, on parle d'un réseau d'ordinateurs. C'est eux qui coordonnent, c'est ces ordinateurs qui vérifient les transactions. Ce sont ces ordinateurs, n'est-ce pas, qui font tout le travail. Donc, la blockchain est assise sur un réseau d'ordinateurs et chacun peut faire partie de cela. Même vous et moi, nous pouvons faire partie de ces réseaux, n'est-ce pas? Et la rémunération viendra du fait que nous avons soit créé nous avons miné de nouveaux jetons, puisque je vous ai expliqué la semaine passée que chaque jeton, chaque crypto-monnaie avait un nombre qu'il fallait miner. Donc, lorsqu'on crée une crypto-monnaie, on dit par exemple la production maximale sera de temps. Et puis, on met une partie, on crée déjà et on mine déjà et on met une partie en circulation. Le Bitcoin, par exemple, je vous avais dit que le Bitcoin avait une limitation de 21 millions de jetons et on était déjà à plus de 19 millions en circulation. Vous voyez? Donc, lorsque les réseaux d'ordinateurs ou les personnes qui se connectent à ces réseaux-là euh, lorsqu'ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Et comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Ils sont rémunérés parce que de nouveaux jetons sont générés. De nouveaux jetons sont minés. Et miner consiste, n'est-ce pas, à mettre ces codes-là ensemble, ces combinaisons et former des blocs. Et quand ils ont formé des blocs, un ensemble de blocs va donner donc naissance à un jeton.
Donc, dans le Bitcoin, il y a un nombre de jetons qui sont minés chaque année. C'est limité. On connaît le nombre. Donc, ce n'est pas par hasard et on ne fait pas autant qu'on voudrait. Non, c'est limité. Et le deuxième moyen par lequel ces personnes qui sont dans ces réseaux d'ordinateurs sont rémunérées, le deuxième moyen, c'est quoi? C'est que toutes les transactions de Bitcoin qui se font sur les réseaux, toutes ces transactions-là ne sont pas gratuites. Si vous achetez, par exemple, le Bitcoin, vous mettez votre carte bancaire, je ne sais pas par quel moyen vous voulez l'acheter, que ce soit un achat direct ou une conversion, parce qu'il y a plusieurs façons d'acheter, vous pouvez déjà avoir la crypto-monnaie. Et si vous avez le Bitcoin, vous voulez utiliser une quantité ou la totalité de votre Bitcoin pour acheter une autre crypto, vous faites ce qu'on appelle la conversion sur la plateforme d'échange. Donc, vous échangez votre Bitcoin ou votre fraction du Bitcoin ou une partie de vos actifs en une autre crypto, c'est-à-dire Ethereum, par exemple, ou n'importe quelle autre crypto. Vous faites cette conversion-là moyennant certains frais et la transaction sera vérifiée par les mineurs, c'est-à-dire par ces réseaux d'ordinateurs qui, à leur tour, vont se partager euh, les frais que vous avez payés au moment, pendant la transaction. Donc, si vous achetez, par exemple, le Bitcoin de 100 dollars, vous pouvez payer entre 102 et même 115 ou 120 dollars. Ce qui est au-dessus des 100 dollars là, c'est ce que vont se partager les mineurs, donc les personnes qui sont inclus dans ce réseau, dans ce système-là, ceux qui ont connecté leurs ordinateurs à ces choses-là pour gagner de l'argent. Donc, vous comprenez qu'il y a deux façons pour eux de gagner de l'argent, soit en minant des nouveaux jetons ou en vérifiant ou en confirmant les transactions sur la blockchain. Parce que quand on parle de confirmation, c'est quoi? C'est que lorsque vous envoyez, vous faites une transaction, que ce soit l'envoi ou la réception, ce sont des mineurs qui vont vérifier, n'est-ce pas, l'authenticité à travers ces réseaux d'ordinateurs, vérifier l'authenticité et confirmer que tout est en place, tout est là, la transaction a été faite et tout. Quand tout ceci est fait, donc, je parle en langage, j'essaie de ne pas utiliser un jargon compliqué, donc je parle de manière très, très simplifiée pour qu'on comprenne. Ça fait que plus tard, lorsque les gros mots commencent à arriver, vous n'êtes plus confus. Vous savez de quoi un seul mot, ça dit, ça résume déjà ce que j'ai expliqué en 5 minutes. Donc, lorsque ces transactions sont vérifiées, alors on dit que votre transaction a été validée. Et quand elle est validée, donc, ça veut dire que ça a marché et ce que vous vouliez acheter ou le transfert que vous vouliez faire est arrivé à bon port. Donc, voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, demain, lorsque vous allez faire des opérations, parce que nous aurons également ici des séances pratiques où on va montrer, par exemple, comment acheter la crypto-monnaie, comment convertir la crypto-monnaie. Quand on va faire tout cela, vous comprenez déjà comment le mécanisme fonctionne. Donc, toute opération nécessite, n'est-ce pas, euh, la validation. Et cette validation passe par les ordinateurs qui sont connectés à la blockchain. Et c'est plusieurs réseaux d'ordinateurs. C'est des centaines de millions d'ordinateurs qui sont connectés au même moment pour valider cette transaction-là. Et c'est partout dans le monde entier. Et en ce moment-là, l'erreur est écartée. Il n'y a pas d'erreur. Tout se passe bien et à la fin, quand votre transaction est validée, personne ne va dire je n'ai pas reçu. Si la personne n'a pas reçu, ça veut simplement dire que l'argent a été envoyé ailleurs. Par exemple, si je dis Awa, envoie-moi 100 dollars par Bitcoin, elle va me demander de lui fournir l'adresse de mon portefeuille puisqu'il faut envoyer cela dans un compte, n'est-ce pas? Donc, l'adresse du portefeuille, c'est un peu comme le numéro du compte bancaire, okay? Parce que chacun d'entre nous a un portefeuille. Vous avez créé votre portefeuille sur une plateforme comme Binance ou n'importe quelle plateforme, MetaMask. Alors, quand je donne mon adresse, elle va prendre cette adresse,
aller aussi dans son portefeuille et dire au portefeuille, je voudrais envoyer $100 à Fernand. Et le portefeuille va lui demander, on envoie cela dans quel compte? Et elle va dire, envoyer dans ce compte. Elle va coller dans l'adresse que je lui ai envoyée. Quand elle a collé cette adresse-là, elle valide. Quand elle a validé, l'argent quitte la plateforme. Et l'argent est dans l'espace en attente de validation par les mineurs, donc par les réseaux d'ordinateurs. Et quand ces ordinateurs valident dans la transaction, quand c'est complété, dans certains cas, il y a un nombre de validations qui doivent être opérées pour que la transaction soit considérée comme complète. Et vous allez voir des jetons où on dit il vous faut, par exemple, 6 confirmations. D'autres vont vous dire 3 confirmations. D'autres vont même vous dire une seule confirmation suffit. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à une confirmation. Ça veut simplement dire que quand un ordinateur a déjà confirmé que c'est bon, on est sûr que c'est bon. Et d'autres confirmations viendront, mais l'opération peut déjà être complétée. Donc, quand ça se complète ainsi, je reçois, après ce nombre de confirmations, dans mon portefeuille, je me rends compte que oui, $100 viennent de s'ajouter. Et quand les $100 sont ajoutés, ça veut simplement dire que j'ai donné la bonne adresse, elle a utilisé la bonne adresse, donc toutes les informations qu'on a utilisées étaient bonnes. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur parce que il n'y a pas de la place pour l'erreur ici. Ça n'existe pas. Mais soyez très, très prudents quand vous faites ces opérations parce que au début de ces choses, beaucoup de gens ont fait des erreurs. Je connais quelqu'un que je peux même nommer, Papa Africa. Je me rappelle un jour, j'arrive à son bureau, on est en train de causer, il met les mains sur la tête, il dit, oh Fernand, j'ai fait une bêtise. Je dis, comment? Il me dit que je viens d'envoyer de l'argent et ce n'est jamais arrivé, ça fait des heures, et je me rends compte lorsque je vérifie que j'ai fait une erreur en saisissant l'adresse. Vous voyez? Donc, c'était du genre, il avait les yeux très bien, il prenait l'adresse, il saisit exactement l'adresse qu'il voit. Et pour peu que vous mettiez un espace quelque part où au lieu de I, vous cliquez sur L, quelque chose comme ça modifie l'adresse. Et à l'époque, l'argent se perdait dans l'espèce. Donc, c'était de l'argent qu'on ne pouvait plus jamais recouvrer parce que très souvent, cette adresse ne correspondait à aucun portefeuille. Mais si ça correspond à un portefeuille quelque part, c'est dans ce portefeuille-là que l'argent va atterrir. Aujourd'hui, les applications sont beaucoup plus futées et il y a des applications qui parviennent à détecter lorsqu'il y a erreur sur l'adresse. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il y en a également qui ne détectent pas. Donc, ce que vous entrez comme adresse, c'est ce que l'application va considérer. Donc, si vous avez la malchance de vous retrouver avec une application qui ne détecte pas les erreurs, alors votre argent est perdu dans la nature, dans l'espace. Ou alors, l'application peut bien détecter les erreurs, mais l'adresse que vous venez de lui fournir correspond à une adresse qui existe réellement. Alors, le paquet sera délivré dans cette adresse-là. Donc voilà, c'est pour cela que je dis, la place pour l'erreur n'est pas permise. Ne faites pas d'erreur. Lorsque vous voulez faire une transaction, copiez l'adresse de manière automatique. Donc, vous allez, comment on dit, highlight. Vous allez souligner, ou c'est souligner, ou c'est quoi? Mettre Amazon. en exergue, souligner, c'est pareil. OK. Voilà. Vous allez mettre en exergue et puis copier et aller l'utiliser. Parce que Ouais, c'est très si bien. vous vous mettez à saisir, il sera facile de commettre l'erreur, de confondre des, ou alors même de sauter, n'est-ce pas? Ou d'écrire, de faire des doublons dans la saisie de l'adresse. Donc, copier, aujourd'hui, les ordinateurs ont beaucoup de raccourcis. Vous pouvez taper 2 fois sur une adresse et ça souligne toute l'adresse. Vous pouvez, par exemple, appuyer sur CTRL A. Ça, enfin, si l'adresse occupe toute la page, vous CTRL A, ça va souligner toute l'adresse et vous allez simplement faire CTRL C et vous copiez.
ou alors cliquez sur la droite, sur le côté droit de la souris et vous copiez. Il y a tellement de raccourcis aujourd'hui avec les ordinateurs que les risques d'aller copier manuellement, franchement, évitez cela, évitez ce genre de risques. Bon, nous avons parlé, n'est-ce pas, du réseau d'ordinateurs qui caractérise la blockchain. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les cryptos sont adossés sur la blockchain, n'est-ce pas? Je voudrais ici parler de ces termes-là, blockchain, jeton, token. Le, la blockchain, c'est ce réseau d'ordinateurs qui supporte tout cela. Le coin ou le jeton, maintenant, c'est un peu comme l'électricité, n'est-ce pas, qui alimente ces ordinateurs-là. C'est un peu comme cette électricité-là. Et les tokens, maintenant, c'est un peu comme les applications qui sont sur ces ordinateurs. À peu près ça. Ça, c'est juste une similarité que je donne. Ça, ce n'est pas très important pour vous. Donc, que ça ne vous embrouille pas. Parce que je sais que si on veut aller dans la blockchain, dans la crypto, ce sera pour gagner de l'argent. Vous ne cherchez pas trop à savoir ce que ça fait. Les applications, déjà, c'est pour l'utilisation. Et beaucoup d'entre nous n'auront même pas besoin d'utiliser. Si oui, peut-être pas massivement. Ce que nous voulons faire, c'est gagner de l'argent parce que nous allons orienter nos enseignements beaucoup plus vers ce côté-là, le côté gain, côté profit. Comment acheter moins cher, revendre ou alors comment saisir des opportunités qui vont nous permettre d'accumuler tel ou tel jeton et il va prendre de la valeur et nous allons gagner. Qu'est-ce qui fait donc maintenant la force d'un jeton, d'un token? Ce qui fait la force, c'est dans la plupart des cas, j'ai déjà expliqué la première partie de cela où j'ai parlé de la communauté et tout. Il y a un point sur lequel je voudrais insister. C'est le narratif derrière un jeton ou derrière un token. Ça, c'est l'un des éléments essentiels. Il va parallèlement avec la communauté. Mais la communauté, c'est grâce au narratif que se construit la communauté. Vous ne pouvez pas créer un jeton et tout de suite, 30 millions de personnes s'alignent derrière ce jeton. Non, ça va passer par le narratif. C'est pour cela que je préfère considérer le narratif comme étant le premier élément qui donne la valeur à un jeton. Pourquoi je mentionne ceci? Parce que je voudrais que demain, lorsque vous voulez faire de la recherche pour acheter, pour saisir une opportunité directe à travers la crypto-monnaie, il faut que vous soyez à mesure d'étudier et de comprendre le narratif derrière cette crypto-là. C'est très, très important. N'allez pas simplement regarder le prix, vous vous dites, oh, ça là, c'est moins cher. Il y a, c'est décimal 5, c'est ceci, cela. Et puis, vous commencez à acheter parce que vous vous dites que quand je dépense 100 dollars ici, j'ai 3 millions de jetons. On me donne 3 millions de jetons, alors qu'avec 100 dollars de Bitcoin, ça me donne juste un millième ou un 10 millième de fraction de Bitcoin. Non, ce n'est pas sur cela qu'on s'appuie. Le 10 millième là, ça peut avoir plus de valeur ou ça peut acquérir encore plus de valeur et vous donner un retour supérieur à celui de celle ou celui qui a acheté ce qui était décimal 10 ou décimal 5 ou je ne sais pas trop combien et qui a eu des millions de jetons dans son portefeuille. Ça compte lorsque vous avez fait une très bonne étude. Mais quand vous n'avez fait aucune étude, ça ne doit pas être le paramètre numéro un pour choisir une crypto-monnaie que vous allez acheter. Sinon, cette crypto va rester assise dans votre portefeuille pendant longtemps, ne va pas gagner de la valeur ou va même perdre de la valeur ou finira même par disparaître. Rappelez-vous que je vous ai dit que les jetons, on en trouvait juste quelques douzaines. Quelques douzaines de jetons seulement existent sur la toile. Par contre, les tokens, on en trouve par millions. C'est des millions qui existent. Et très souvent, lorsqu'on regarde le prix seulement, on se fie uniquement au prix, on se retrouve beaucoup plus dans les tokens qui peuvent disparaître à n'importe quel moment, qui peuvent s'en aller à n'importe quel moment. Donc, le narratif est très, très important.
Le narratif, c'est quoi? Quand je dis narratif, peut-être c'est un peu, ça reste un peu superflu. C'est ce qui se raconte derrière le jeton. Par exemple, qu'est-ce que ce jeton apporte comme service? Qu'est-ce que ce jeton va apporter comme valeur dans la vie de ses utilisateurs? Pourquoi adopter ce jeton? Qu'est-ce que ce jeton va nous donner pour faciliter notre quotidien? Voilà autant de choses, autant d'éléments qui rentrent dans le narratif d'un jeton et qui doit véritablement influencer votre décision. Maintenant, je vais parler des différents niveaux, les différents niveaux que nous trouvons dans les jetons et dans les tokens. Amazon, tu peux me donner un peu un mot plus approprié pour token? J'aime pas Ok, trop traduire coin et puis je ne traduis pas token. je vais chercher, D'accord, d'accord? oui, Parce que ça a tellement de sens, token, tu vois. oui. Tu sais que ça a beaucoup de sens, n'est-ce pas? Ça a beaucoup de sens. Et A token, je voudrais donner un peu. a token of uh, gratitude, something like that, tu vois. Quand on dit Yes, token, yes. ce qui fait que ça Mhm. m'embrouille un peu. Je vais chercher. Oui, Pendant que tu merci parles, je vais beaucoup. chercher. Oui, oui. Je vais parler, je disais, des différents niveaux dans la crypto-monnaie. Le niveau, le niveau le plus élevé dans la crypto-monnaie, c'est le niveau des niches. Les niches, c'est quoi? Je vais appeler ça, euh, la niche, c'est le domaine d'application. Si par exemple, je décide de faire euh, dans la santé, je dirais que, OK, j'ai choisi comme niche la santé. Quelqu'un d'autre va se dire, je préfère aller dans les finances. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ceci pour ceux qui n'ont aucune expérience dans le marketing. Donc, les termes comme niche, là, c'est des termes qu'on utilise beaucoup dans le marketing. Donc, quand je dis je suis dans le domaine de la santé, je voudrais simplement dire que ma niche, c'est la santé. Ma niche, c'est les finances. Ma niche, c'est la crypto. Donc, le niveau le plus élevé dans la crypto-monnaie, c'est les niches. Donc, quand vous regardez les cryptos, essayez toujours de comprendre dans quelle niche se trouve la crypto que vous voulez acheter. Ou alors, dans quelle niche voudrais-je investir? Et donc, à partir de cette niche-là, vous recherchez les cryptos listés sous la niche qui vous intéresse. J'espère que je suis assez clair sur ce point. Donc, la niche est très, très importante. Oui, Awa. Oui, bon, moi tout à l'heure quand tu disais jeton, pour moi jeton c'est ça qui est token justement. Tu as vu? Parce Mhm, que, parce que quand on dit token, souvent c'est quelque chose de symbolique, n'est-ce pas? mhm. Tu vois? Alors que par exemple le coin, c'est pièce, monnaie, etc. Mais token, ils ont traduit par jeton. Ou bien alors c'est quelque chose de symbolique. Tu vois un Avec peu? raison. Tu vois, C'est ça mon problème. il J'avoue y que a je ne vois beaucoup pas trop. Mhm. il y a beaucoup, enfin, la traduction connaît beaucoup ces problèmes-là. Il y a des choses, même dans les langues maternelles, il y a Mhm. des choses que on va vous dire dans la langue maternelle, vous allez rire pendant des semaines. Mais Mhm. quand vous le traduit en français, ça n'a même pas de sens. Vous voyez un Mhm. peu? Et pourtant, celui qui Mhm. traduit a donné le meilleur de lui pour vous faire comprendre de quoi il est en train de faire, de quoi il est en train de parler. Donc, il y a ce côté-là qui joue très souvent lorsqu'on on présente quelque chose de si sensible. Et de nouveau et de, tu vois, très Oui, avancé. Parce oui, que oui. quand tu dis toujours coin, 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 c'est Mhm. ça, normalement, qui est la pièce, ou bien, je ne sais pas Voilà, je moi, ou la préfère ce mot. monnaie. Je préfère ce Voilà, mot. Utilisons c'est pièce. la pièce. Oui, Voilà. parce que le Mais coin, l'autre, mhm.
Mhm. Quand on Voilà. dit coin, même dans la Vas-y, tête, coin, c'est la pièce. on voit la Voilà. pièce. OK? Donc, Voilà. Voilà. la monnaie physique que nous avons en anglais, Hmm. quand vous avez enfin, je ne vais pas dire les jetons, quand vous avez les C'est toi pièces, qui... C'est des pièces. Voilà. Voilà. quand vous avez les pièces en main, si vous voulez traduire cela en anglais, on va dire coin. Yep. Oui, OK. Mais en français, vous voyez comment quelqu'un peut dire la pièce, il peut aussi dire le jeton, n'est-ce pas? C'est presque la même chose. Mais non, non, attention, parce que justement, c'est là qu'il y a le problème. Parce que Oui. quand on parle maintenant de token, Mhm. justement, C'est c'est symbolique, la comme tu représentation disais. symbolique de la chose. Oui. Parce que moi, je vois, par exemple, au niveau du langage diplomatique, quand les gens font des échanges de cadeaux, tu Mhm. as vu? Ils disent Oui. as a token, tu As vois. a token of recognition. As a token, yep, from my Uh-huh. country, un truc comme ça. Donc, tu Yes. vois un peu, c'est beaucoup plus symbolique Uh-huh. que, Oui. qu'autre chose. Alors, Oui. c'est pourquoi moi, quand tu disais tout à l'heure token et pièce, j'étais un peu confuse personnellement. Tu comprends? Mhm. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Corrigeons J'espère ça. que j'ai éclairé ta lanterne. J'espère que c'est pas plus compliqué ce que je dis là. En tout cas, Non, c'est non, la pas du pièce, à tout. mon avis, le jeton et Oui, autres là. Hmm. utilisons le mot pièce pour parler de À coin. mon avis. Comprenez Voilà. que le coin est supérieur en technologie au token, n'est-ce pas? Parce que le coin a été construit de bas en haut, alors que le token a emprunté la technologie auprès du coin, auprès d'un coin. Je voudrais que si ça s'éclaire dans la tête, je pense qu'il n'y aura plus de confusion. Dans le coin, ou disons la pièce, comprenons que c'est le grand frère. Et le jeton, c'est le petit frère. Et il est symbolique. Oui, tu Donc as dit voilà, qu'il y a eu les fondations pour la pièce, n'est-ce pas? pour faire la pièce, oui, pour faire la Voilà, alors pièce. que le jeton, il est venu seulement s'adosser. Il est Donc, venu s'adosser, on c'est voit ça. donc que l'autre est supérieur, n'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est plus Donc symbolique encore. Donc, le jeton peut naître d'une mhm. pièce, OK. alors que la pièce ne naîtra jamais du jeton. Mhm. Donc, le jeton, c'est la résultante. Oui, C'est une. Voilà, OK. voilà. Mhm. Donc, j'ai parlé de niche et nous avons des exemples de niche dans le domaine de la crypto-monnaie. Je crois que j'ai assez bien expliqué ce que c'est qu'une niche. Dans la crypto, il y a par exemple comme niche, je peux prendre l'exemple de DeFi, Decentralized Finances, donc les finances décentralisées, qui sont en compétition avec le système financier centralisé, donc avec les banques. Vous voyez? Parce que je voudrais ici vous faire comprendre que chaque niche a sa correspondance dans ce que nous utilisons déjà quotidiennement, dans les différentes niches physiques que nous connaissons. Donc, au niveau des finances, la crypto-monnaie a aussi créé sa niche qui s'appelle DeFi, Decentralized Finances, donc les finances décentralisées. Nous avons également, par exemple, SocialFi, qui est une niche dans le domaine de la crypto-monnaie. Le SocialFi, c'est les finances sociales qui sont en compétition avec les réseaux sociaux. Je peux parler de euh, DePIN. DePIN, c'est Decentralized Physical Infrastructure. Donc, le DE, ça veut dire Decentralized. P, ça veut dire Physical. Et IN, c'est Infrastructure. Donc, DePIN, DePIN, si on lit ça en français. DePIN. Ils sont en compétition avec les infrastructures physiques que nous connaissons. Par exemple, les géants de la télécom. Il y a, il y a une crypto qui existe et
qui est une crypto qui nous permet, enfin, comment je vais dire ça? Une crypto qui existe et cette crypto-là a pour rôle, n'est-ce pas, on appelle ça déjà quoi? C'est Filecoin. Filecoin, comme je vais dire, je vais appeler File. C'est l'hébergement décentralisé. Et vous voyez, quand je parle de l'hébergement décentralisé, vous voyez que ça nous rapproche déjà, par exemple, des structures comme euh, Google, des structures comme Amazon, AWS. Vous voyez un peu, c'est proche de cela. Filecoin, le narratif derrière Filecoin, par exemple, c'est quoi? C'est que grâce à Filecoin, nous allons avoir une application qui va nous permettre de faire le cloud storage. Et nous savons que le cloud storage, c'est des choses déjà que AWS, Amazon Web Service, Amazon fait déjà. C'est des choses que Google fait. Donc, lorsque vous parlez de Filecoin, vous comprenez que ici, on est en train de se rapprocher de ces structures-là. Et quand vous avez ce narratif auprès des gens qui savent ce que représente le cloud dans le domaine de l'informatique, ils se disent, oh, ça c'est quelque chose de gigantesque alors. Vous voyez un peu? Donc ce narratif déjà va susciter l'amour de ceux qui sont dans ce domaine. Et ils vont très, très rapidement voir ce qu'on ne leur a pas encore expliqué. Ils vont très vite, leur imagination va aller très, très loin. Et tout de suite, ils vont dire, mais attends, si aujourd'hui, le cloud storage peut être décentralisé, ça, c'est l'avenir. Et à partir de là, il va prendre sa décision. Et à partir de là, il va également véhiculer l'information autour de lui. Et beaucoup de gens vont adopter cela. Et vous voyez que maintenant, il y a déjà adoption, il y a déjà beaucoup de soutien, il y a déjà beaucoup de personnes qui commencent à s'aligner derrière cette crypto-là. Et ça permet donc à la crypto de prendre de la valeur. Donc, c'est vrai, ça, c'est une partie que je vais expliquer peut-être à la fin. J'ai commencé déjà par le premier niveau, qui est la niche. J'ai donné les exemples des différentes niches que nous pouvons avoir. Et ce que je vais compléter au niveau de la niche en disant, c'est que lorsque vous voulez choisir une crypto, pour quelqu'un qui veut investir sérieusement, commencez déjà à penser à une niche, commencez déjà à faire des recherches, étudier les différentes niches, observez autour de vous, voyez déjà qu'est-ce qui marche, où est-ce que les gens sont en train de se ruer, dans quel domaine. Il y a toujours des informations qui circulent. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent tellement, tellement de l'intelligence artificielle. Vous allez vous dire, oh, l'intelligence artificielle a du vent en poupe. Alors, je pense que c'est une niche que je peux suivre parce que plus les jours passent, plus je découvre des choses qui sont faites par l'IA, plus je vois des gens qui sont en train d'adopter l'IA et je crois que l'IA est en train de devenir l'avenir, le présent et l'avenir. Alors, je choisis cette niche. Ça, c'est une bonne analyse que vous venez de faire. Et quand vous choisissez donc cette niche, vous vous demandez, OK, après avoir donc choisi cette niche-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il existe des plateformes qui ont déjà cette niche? Est-ce qu'il existe des plateformes qui offrent déjà des services, qui offrent quelque chose, un narratif qui va dans le sens de cette niche-là? Vous vous posez cette question-là et vous commencez à faire vos recherches. Vous allez faire des recherches où il y a des plateformes comme CoinMarketCap. Il y a CoinGecko. CoinMarketCap, je pense qu'il va falloir que je partage mon écran pour que vous voyez comment on écrit CoinMarketCap et à quoi ça ressemble. Vous voyez mon écran, j'espère.
Donc voilà l'orthographe de CoinMarketCap. Coin, comme vous connaissez, market comme marché, cap comme capitalisation ou comme capital. Donc, lorsque vous allez sur des plateformes comme celle-ci, ça vous permet, n'est-ce pas, de voir la liste des différents des différentes pièces et jetons présentes sur cette plateforme. Sur la page d'accueil, vous allez voir ces jetons classés par ordre de, je vais dire quoi, de popularité. C'est les 100 premiers jetons et monnaies, voilà, et pièces. Le tout premier, c'est quoi? C'est Bitcoin, BTC. Il porte le rang numéro un. Deuxième, c'est Ethereum. Troisième, c'est Tether. Quatrième, c'est XRP, c'est-à-dire Ripple. Cinquième, c'est BNB. Rappelez-vous que dans nos webinaires avec BNB, nous parlons toujours de ce jeton que nous accumulons comme récompense, comme commission dans Airbnb. C'est ce jeton qui nous est distribué tout le temps sous forme de commission que nous accumulons pour exploser plus tard, n'est-ce pas? Parce que sa valeur est à 654 dollars maintenant. D'ici la fin de cette année, on espère voir ça à 1000 dollars. Et d'ici la fin 2026, on espère voir ce montant à 3000 dollars. Et d'ici fin 2030, 10 000 dollars. Et BNB est bien parti pour accomplir cela, pour combler ses attentes. Et BNB est numéro 5 mondial. Donc ça, c'est le classement mondial des jetons et des pièces. Il porte le cinquième. Le sixième, c'est Solana. Le septième, c'est USDC. Et USDC, j'ai un peu parlé de USDC, c'est l'un des jetons qui sont adossés au dollar américain. Et le huitième, c'est Tron, ainsi de suite. Ça, c'est le classement des 100 premiers, des 100 premiers jetons. Et vous voyez ici, là où je passe mon curseur, vous voyez, ça dit cryptos. On parle de combien? 18 180 000 différentes cryptos. Donc, on parle des millions de cryptos en existence. Et parmi ces 18 millions, on ne compte que quelques douzaines de pièces. Ça n'atteint même pas 100. Il y a moins de 100 pièces. OK? Et le reste, les 18 millions et poussières, sont constitués de jetons. Donc, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure qu'il est très, très facile de créer son jeton. Et il y a des gens qui créent des jetons juste parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un autre moyen pour eux de gagner, de capitaliser sur ce qu'ils ont déjà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si, par exemple, vous regardez Facebook, vous voyez que Facebook a combien d'utilisateurs? Facebook a près de 3 milliards de profils. Okay? Considérons que les 3 milliards correspondent à peu près à 2 milliards et demi d'utilisateurs ou même 2 milliards d'utilisateurs parce qu'il y a des faux profils. Si on demande d'identifier tous les profils maintenant, il y a des profils qui vont disparaître parce que Facebook ne voudrait pas qu'on ait deux profils. Ils permettent, mais dans leur police, ils ne veulent pas. Ils disent non. Donc, s'il y a 2 milliards de personnes sur Facebook qui ont un profil, alors, s'il y a des opérations financières, disons qu'à partir de maintenant, Facebook dit tout le monde, pour garder son profil, va devoir payer 1 dollar ou l'équivalent d'1 dollar pour garder son profil. Qu'est-ce qui va se passer? Facebook va se dire, pour payer les 1 dollar, ces gens vont devoir utiliser leur carte bancaire. Est-ce que je ne peux pas plutôt profiter de cette opération et Facebook peut aller à côté et dire, OK, je vais créer ma crypto-monnaie et je n'accepterai que ma crypto-monnaie. Vous constatez que Facebook a créé un token qui s'appelle peut-être FB. Son token, c'est, disons pas FB parce qu'ils utilisent très souvent au moins 3.
au moins 3 lettres. Ils vont dire MFB, comme vous dites Meta Facebook. Donc, son jeton s'appelle MFB. Ça, c'est un exemple, hein, je dis n'importe quoi. MFB, Facebook va se dire, OK, je vais dire à tous les utilisateurs d'acheter les MFB et de les utiliser. Et si un utilisateur n'a pas de l'argent, n'a pas $1 pour acheter ceci, alors je vais mettre sur pied un système de crédit. Par exemple, des crédits où vous allez gagner des MFB sur des actions que vous allez prendre. Par exemple, si vous partagez un contenu 10 fois, vous gagnez un dixième de MFB ou bien vous gagnez un MFB. Il va donner la valeur du MFB. Peut-être que 100 MFB correspondent à $1. OK? Alors, si vous partagez un contenu 10 fois, vous gagnez 10 MFB. Voilà la mentalité de ces entreprises. Voilà comment elles fonctionnent, elles réfléchissent. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que les 2 milliards de personnes vont trouver des moyens de, de valider leur compte. Quelqu'un va se dire, même si je n'ai pas d'argent, il me suffira de partager le contenu et j'aurai un crédit qui va me permettre, n'est-ce pas, de valider mon compte. Et voilà comment ça va leur donner plus encore de partage, plus de partage. Et à la fin, vous vous rendez compte que Facebook vient de créer un jeton et en un mois, Facebook a déjà 2 milliards d'utilisateurs derrière ce jeton. Et qu'est-ce qui va se passer? La conséquence, c'est que le jeton va prendre encore plus de valeur parce que c'est un jeton soutenu par la communauté. Un jeton qui a 2 milliards d'utilisateurs risque de se retrouver, n'est-ce pas, en train de compétir, même avec le grand-père, qui est Bitcoin. Vous voyez que c'est facile pour des entreprises de créer leurs jetons et c'est facile pour eux de générer de l'argent. Et ceci, une parenthèse, vous voyez donc comment, lorsqu'on est arrivé déjà à un certain niveau de richesse, à un certain niveau de vie, il est plus facile encore de créer des richesses. Vous avez vu comment j'ai mis sur pied un scénario imaginaire qui a donné encore des milliards de dollars, qui vient de donner plus d'1 milliard de dollars à Facebook, n'est-ce pas? Juste l'imagination. Donc, comprenez que vous devez avoir l'esprit ouvert lorsque vous êtes dans le monde de la crypto. Parce que quand l'esprit est ouvert, vous pouvez facilement saisir les opportunités nouvelles parce que vous allez rapidement comprendre la structure de ces opportunités-là et voir le potentiel très, très rapidement. Vous pouvez également facilement concevoir quelque chose, mettre sur pied quelque chose et créer à partir des technologies que vous avez déjà à votre disposition. Donc, j'ai fait cet exemple juste pour montrer que c'est possible d'avoir un esprit créatif lorsqu'on on est dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, je vais m'attarder encore un peu sur cette page pour vous montrer quelque chose. Le Bitcoin aujourd'hui est à 108 000 $. C'est pas trop ça qui nous intéresse. OK. J'ai cliqué sur Bitcoin, ça va nous donner un peu plus d'informations sur le Bitcoin. La page est en train de se télécharger et je voudrais que nous regardions un peu les données sur cette page. Quand vous êtes sur CoinMarketCap, ça, c'est euh, le... OK. Le curseur est en train de me jouer un sale jeu. OK, sur CoinMarketCap, voici comment vous allez souvent lire. Vous voyez la valeur de la pièce est là, parce que Bitcoin, c'est une pièce. 108 190,88 $ pour une seule pièce. Maintenant, si vous regardez un peu bas, là où passe mon curseur, Market Cap sous 0.15T.
T là, ça veut dire trillion. Et quand vous passez le curseur dessus, ça vous donne tous les chiffres contenus dans le 2,1, 2,15 que vous avez vu là. 1, 1 million à 6 zéros, n'est-ce pas? 1 milliard à 9 zéros et 1 trillion à 12 zéros. Donc, lorsque vous regardez là, vous allez voir que la partie décimale contient, je veux dire, lorsque vous regardez, ne regardez pas le point 92, oubliez cela, considérez que c'est un chiffre rond. Vous allez voir qu'après le 2, il y a 12 chiffres. On est au trillion. Market cap, voilà ce que ça dit la capitalisation. Voilà le chiffre que nous avons en ce moment. Volume market cap pour 24 heures. Ceci représente quoi? C'est 1,42%. C'est-à-dire que Bitcoin, à lui seul, en 24 heures, est en train de prendre un volume de 1,42% sur les 18 millions que nous avons vus tout à l'heure. Donc, vous comprenez que Bitcoin est très, très dominant. Ce qui va m'intéresser le plus, parce que c'est ça, ce sont ces éléments que vous allez regarder. Il y a ce market cap, OK? Le volume en 24 heures, plus ou moins important. Il est important, mais pas trop, trop important parce que le volume peut être très fort aujourd'hui et demain il baisse et il est fluctuant. Okay? Mais le market cap est important. Le maximum supply, c'est-à-dire Depuis 3 heures du matin jusqu'à maintenant. le maximum supply, c'est quoi? C'est la Non, production maximale, c'est de 21 millions. Ceci voudrait dire que le Bitcoin ne va jamais, je veux dire, le nombre de pièces de Bitcoin ne va jamais dépasser 21 millions. Donc, on n'aura jamais plus de 21 millions de pièces. La semaine dernière, nous avons vu que les banques fédérales pouvaient imprimer autant de billets, autant de jetons qu'elles voudraient. Lorsqu'il s'agit du dollar, du yuan, du rouble, de l'euro, du franc CFA, c'est une décision politique. Et puis, les machines se mettent au travail et impriment, impriment, impriment et impriment. Et voilà pourquoi nous souffrons de toutes ces crises financières, de toutes ces inflations, de, de tout ce que vous imaginez. Parce que le, cette monnaie est adossée sur la politique. Et la politique, elle, est adossée sur la confiance que le peuple fait aux dirigeants. Et vous voyez qu'il n'y a aucun État au monde où toute la population fait confiance aux dirigeants. Aujourd'hui, c'est devenu même pire. Il est difficile d'aller dans un pays, rencontrer 10 personnes dans la rue et que les 10 personnes disent du bien du gouvernement en place. C'est devenu très, très difficile, très, très difficile. Donc, vous comprenez pourquoi tout est volatile et le marché qui est et des prix qui flambent un peu partout sur le marché parce que c'est une question de confiance. Et cette décision politique nous affecte. Mais dans le domaine de la crypto, on est limité. Chaque crypto a un nombre, une production maximale qu'elle respecte. C'est dans les codes, donc c'est immuable. On ne peut pas aller les modifier. Le Bitcoin a en circulation maintenant, circulation supply. Ici, c'est 19 millions, 19,88, donc presque 20 millions. Donc, vous comprenez que on a déjà en circulation presque la totalité des bitcoins qui vont exister. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'existera que 21 millions. Mais nous sommes déjà à presque 20 millions produits, 20 millions sur le marché. Donc, très, très bientôt, on va atteindre la capacité maximale. Et lorsqu'on aura atteint les 21 millions de Bitcoin, il n'y aura plus de nouveaux Bitcoin qui va entrer sur le marché. On va faire simplement avec ce qui existe déjà, les Bitcoins qui ont déjà été minés depuis 2009. Et pour cette raison, les prix du Bitcoin vont flamber. Vous allez voir comment Bitcoin
quand on va atteindre les 21 millions, ne soyez pas surpris que Bitcoin soit déjà à près de 400, 500 000 dollars la pièce. Et les experts, depuis que je me suis engagé sérieusement dans le Bitcoin, depuis 2015, les experts ont toujours dit que le Bitcoin atteindra le million de dollars un jour. Et on n'est pas loin de là, parce que l'adoption est en train d'être massive. L'adoption a commencé par les enthousiastes. Les enthousiastes, c'est qui? C'est ceux qui étaient impressionnés par la technologie, qui étaient excités parce qu'ils entendaient la technologie de la décentralisation. Ils entendaient les termes comme blockchain, les termes comme smart contract. C'est immuable, il n'y a personne derrière, c'est décentralisé. Donc, ce sont ceux-là que j'appelle les enthousiastes. C'est eux qui étaient les premiers à adopter le Bitcoin. De l'autre côté, on avait les ennemis du Bitcoin, qui étaient ceux qui disaient, ça, c'est notre ennemi parce qu'il vient compétir avec nous. Il s'agit de qui? Des administrations et des banques. Les administrations et les banques ont trouvé, se sont sentis menacés et ont décidé d'aller contre le Bitcoin à travers l'information, à travers les décisions politiques, c'est-à-dire interdit, par exemple, l'utilisation de Bitcoin. Malheureusement, ils ont buté le mur, ils ont fait face à un certain mur. Parce que si vous prenez une décision politique et vous dites, j'interdis le Bitcoin, vous êtes vous êtes simplement un petit idiot. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passe sur le net. Allez-vous partir dans la chambre de Paul ou de Pierre ou de Jean ou de Jeannette pour vérifier ce que Jeannette fait sur son téléphone? C'est décentralisé. Vous ne voyez même pas les traces. Vous pouvez voir les opérations, mais vous ne saurez pas à qui appartiennent ces opérations, ces transactions-là. Donc, par les décisions politiques, ils ont combattu le Bitcoin. Par les informations véhiculées dans les médias, parce que dans les médias, on disait tout ce qui peut être négatif sur Bitcoin. On montrait aux gens comment c'est juste une bulle qui, à un certain moment, va éclater. Ça n'a toujours pas marché. Ils ont essayé même en utilisant leurs ingénieurs pour attaquer la blockchain et détruire la blockchain. Ça n'a pas marché. Et pour cette raison, ils se sont rangés. Ils ont compris que la crypto-monnaie, la blockchain était comme un rouleau compresseur. Vous faites avec, vous profitez. Vous ne voulez pas faire avec, elle vous écrase. Voilà ce que les gouvernements ont compris. Et aujourd'hui, ils sont en train de laisser le Bitcoin et les crypto-monnaies en général faire leur chemin. Et pour cela, donc, les gouvernements sont en train d'embrasser, n'est-ce pas, cette technologie, la blockchain, les smart contracts, parce que les gouvernements se rendent compte que c'est des technologies qui sont là également pour leur faciliter le quotidien. Grâce à cela, la sécurité est renforcée, la cybersécurité est renforcée. Il y a beaucoup d'avantages dans cette technologie-là. Et c'est ce que les gouvernements et les banques ont compris. Et les banques maintenant sont également en train d'intégrer les technologies liées à la blockchain dans leur système, au point que très, très bientôt, certaines banques vont intégrer la crypto-monnaie dans leur système. Et en plus de cela, ceux qui étaient les supports, les forces de la banque, comme les bourses, n'est-ce pas, et les plateformes qui supportent les bourses, comme par exemple TD Ameritrade, Charles Schwab, comme Robin Hood, toutes ces plateformes-là ont mis beaucoup d'investissements dans les technologies qui aujourd'hui supportent la crypto-monnaie. Vous pouvez donc aujourd'hui aller acheter les stocks de crypto-monnaie, alors qu'il y a quelques années, c'était impossible. Vous voyez que l'adoption est en train d'être massive et grâce à cette adoption massive, le Bitcoin va facilement atteindre 1 million de dollars. Voilà les raisons pour lesquelles Bitcoin va flamber et vous allez retrouver Bitcoin au sommet. Pas seulement Bitcoin. Bitcoin est le grand-père qui très souvent tire avec lui, n'est-ce pas, tous les autres éléments. Donc, la crypto-monnaie se comporte un peu comme un réseau. C'est-à-dire que Bitcoin, qui est un peu comme, comment je dirais, le baromètre, quand il se porte bien, tout le monde se porte bien. Quand il est un peu malade, tout le monde tombe malade. Donc, il suffit que la température du Bitcoin monte, ça va affecter
tout le réseau ou presque tout le réseau de la crypto-monnaie. Vous allez voir que plus le Bitcoin monte, plus les autres jetons qui sont en dessous, les petits jetons là, prennent aussi de la valeur et montent. Donc, même si vous pensez que Bitcoin n'est pas le jeton dans lequel vous allez investir, il y a d'autres moyens, il y a d'autres jetons, il y a d'autres moyens également. D'autres moyens, c'est quoi? C'est par exemple Renminbi, l'opportunité que nous utilisons en ce moment pour accumuler les BNB, l'opportunité que nous sommes en train de construire, n'est-ce pas, pour accumuler les BNB. Et vous avez vu que BNB est cinquième sur le classement mondial. Il y a également d'autres jetons ou d'autres pièces qui sont moins chères que le Bitcoin et qui vont aussi gagner de la valeur. C'est-à-dire que ces jetons-là, il y en a qui vont se multiplier par 100, d'autres par 1000, d'autres par 5000, d'autres par 20 000. Imaginez, vous investissez votre argent et en 5 ans, cet argent se multiplie par 20 000 ou par 10 000 ou par 5 000. 100 dollars multiplié par 20 000, ça vous donne quoi? Vous devenez millionnaire sur un investissement de 100 dollars. Je ne dis pas que ça va arriver par un coup de baguette magique ou par chance. Non, vous avez besoin d'avoir les connaissances que nous sommes en train de diffuser en ce moment, comprendre comment ça fonctionne, savoir analyser et faire de bons choix, prendre de bonnes décisions et faire de bons choix. Et c'est de cette façon que vous allez repérer les bons jetons, les bonnes pièces dans lesquelles vous pouvez investir. Parce que ce n'est pas une question de chance ici, s'il vous plaît. N'allez pas perdre votre argent. Et puis, bon, comme nous disons toujours, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous sommes là pour enseigner sur la crypto, pour apporter de la connaissance, n'est-ce pas? C'est vous-même qui allez prendre vos décisions financières. Donc, voilà un peu pour ce qui est de l'avenir de la crypto en général. Et je me suis appuyé, n'est-ce pas, sur le Bitcoin. Et là, je vous ai donné les éléments à regarder très souvent. Et je prends un autre, je touche aussi un autre cas au niveau de la production maximale. Si par exemple, vous vous rendez compte que la production maximale est extrêmement grande, faites attention, c'est un truc qui va peiner à prendre de la valeur. Vous voyez ici, on parle de 21 millions. Il y a des cryptos ou alors, je vais dire, des jetons où on va vous dire que la production maximale est de 100 milliards de jetons. 100 milliards. Comparez cela à 21 millions. Et vous voyez. Donc, ceux-là, on va vous dire que le prix, c'est 0,000019, par exemple. Et quand vous voyez cela, vous vous dites, waouh, donc si j'achète seulement pour 100 dollars, ça peut me donner 2 millions, 3 millions de jetons. Et vous vous sentez riche parce que vous avez 3 millions de jetons. En fait, les 3 millions de jetons n'ont presque pas de valeur, n'ont presque aucune valeur. Donc, ne tombez pas dans ces genres d'erreurs. Nous aurons le temps de revenir là-dessus et de dire d'enseigner avec beaucoup plus de détails sur ces points-là parce que ce sera l'objet de toute une présentation. Mais pour le moment, je pense que pour aujourd'hui, nous avons assez parlé encore de l'introduction dans le monde de la crypto-monnaie et je crois que nous allons arrêter à ce niveau. Ceux qui sont arrivés en retard, désolé, nous avons commencé sans beaucoup attendre et nous allons poster la vidéo soit ce soir ou demain matin sur YouTube. Et ceux qui n'étaient pas là et qui vont nous rattraper sur YouTube, vous êtes les bienvenus. Et rappelez-vous toujours, tous ces enseignements que nous donnons autour de la crypto-monnaie, c'est pour la connaissance, mais nous avons un raccourci. Et notre raccourci, c'est quoi? C'est RenBNB. Parce qu'avec RenBNB, nous allons grâce à ce projet et cette stratégie-là, nous allons pas acheter la crypto-monnaie, mais nous allons accumuler la crypto-monnaie. Parce qu'en achetant la crypto-monnaie, nous aurons besoin d'un capital élevé que beaucoup d'entre nous n'en ont pas. Ou alors, même ceux qui en ont ne voudraient pas bloquer leur argent en grande quantité dans la crypto-monnaie, ils ont d'autres projets. Mais si vous êtes avec nous dans RenBNB, vous bâtissez, vous construisez votre réseau, il évolue grâce à notre stratégie
qui automatise le système. Lorsque vous allez avoir un nombre de cryptos, imaginez-vous, vous avez accumulé par exemple 1000 BNB grâce à Airbnb. 1000 BNB à la fin de cette année, 1000 BNB c'est 1 million de dollars. À la fin de l'année prochaine, 1000 BNB c'est 3 millions de dollars. À la fin de 2030, 1000 BNB c'est combien? C'est 10 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent qui qu'on voit sur la table et ce sera grâce, n'est-ce pas, euh, grâce à notre intelligence, notre façon de naviguer dans ce domaine-là que nous allons profiter de tout ce que la crypto-monnaie nous offre. Donc voilà, merci encore une fois de plus pour l'attention. Je vais arrêter à ce niveau. Nous allons prendre rapidement quelques questions et je vais prendre congé parce que j'ai des obligations familiales encore ce soir. Merci. Hey, hey. Merci Fernand, grand Cadmo, alias. Ah, tu as tellement d'alias que des fois on ne sait pas lequel choisir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, je lui ai dit, je suis dans une présentation sur la crypto-monnaie. Il me dit, mais maman, toi là, tu es une maman 3.0. J'ai dit 4.0 même, tu ne sais pas. J'ai un peu frimé, quoi, tu comprends? Bien Alors, sûr. grâce à toi, grâce à cette belle communauté que nous avons, vraiment, je pense que nous sommes trop gâtés, quoi. Nous sommes gâtés, n'est-ce pas? Alors, je vais regarder sur le chat. En tout cas, merci pour cette générosité. Vraiment, il y avait quelqu'un qui avait partagé que les coins ont leur propre blockchain, tandis que les tokens dépendent des blockchains existantes, différences trouvées sur le net. Voilà. Quelqu'un avait partagé ça pour Oui, expliquer un peu, c'est, quoi. Voilà. ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Voilà, voilà. oui, les jetons s'appuient sur la technologie des coins. Mhm, Ça mhm, emprunte là-dedans. Oui, oui. mhm, mhm. Donc, ça a confirmé exactement ce que tu as dit. Je ne sais pas, quand il faisait les tokens et tout ça, là, il t'avait appelé ou quoi? Ou bien tu étais une espèce de petit papillon posé sur l'épaule d'une des personnes, d'un des concepteurs. En tout cas, c'est très clair, hein. Ça commence à être très, très clair pour nous. Et je pense que, vu l'ambition que nous avons, ce genre de formation est vraiment paramordial, ou primordial, je veux dire. Tu as vu, des fois, je ne peux pas parler français, je mélange les mots. Donc, comme toi. Donc, vraiment, bon, on a partagé hein, sur les plateformes pour dire aux gens de venir. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont occupés le samedi, comme